Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver. Pour tout vous dire, je suis actuellement en Asie pour le travail, aussi un petit peu pour les loisirs, mais je ne vous abandonne pas. Je reste fidèle à notre rendez-vous hebdomadaire, d'autant que deux événements assez incroyables viennent de se produire en France. En fait, ce sont deux déclarations. D'abord de la Cour des comptes dans son rapport annuel qui alerte, oui, elle alerte sur l'état dramatique des finances publiques avec des termes très forts. Une dépense publique qui serait en roue libre avec des conséquences justement dramatiques sur la stabilité de l'économie française. Ah oui, ça va loin. Ça fait longtemps qu'on alerte ici même, mais jusqu'à présent on nous disait mais non, tout va bien dans le meilleur des mondes. On voit où nous en sommes aujourd'hui. Et puis deuxième déclaration, alors là encore plus fort j'ai envie de dire, celle du président de la République française, M. Macron, qui a déclaré donc dans le Financial Times que la règle des déficits publics à 3% était caduque. Ben oui, c'est bien connu, hein, quand la température monte, on casse le thermomètre en pensant que tout va aller pour le mieux dans le meilleur des mondes. Ce n'est évidemment pas sérieux, d'où cette question, est-ce que le FMI va bientôt arriver à Paris? Parce qu'évidemment, on ne voit pas comment pouvoir contrôler tout ça, puisqu'on continue de déraper sur les comptes publics. Le président nous dit, c'est pas grave, tout va bien. Donc là aussi, ça commence à être extrêmement dangereux. Et pour tout vous dire, il y a quelques semaines, j'ai fait une émission sur BFM Business et j'ai croisé Olivier Blanchard, donc l'ancien chef économiste du FMI, qui m'a tout simplement dit que c'était tout à fait envisageable que le FMI arrive à Paris justement pour essayer de résorber, de résoudre nos difficultés sur la dépense publique. Ça fait évidemment froid dans le dos parce qu'il y aura bien sûr énormément de conséquences sur tout cela. Avant d'en arriver là, il y aura d'ailleurs très bientôt les notations des agences justement en question de notation avec certainement une dégradation de la note de la France. On verra ça tout à l'heure. C'est assez rapide, hein, ça arrive dans les prochains jours. Donc d'où cette question, le FMI est bientôt à Paris. Quelles sont les causes? On commence à les comprendre. Et puis surtout les conséquences pour notre quotidien. Est-ce qu'on va ponctionner notre épargne, par exemple? Là, une grande question qui mérite d'être posée. Il y aura également la question de la semaine. Comme d'habitude, vous avez été très nombreux à me poser cette question, puisque on a eu la semaine dernière les chiffres de l'inflation américaine qui augmentent de façon très dangereuse. Donc, est-ce que c'est durable? Quelles conséquences là aussi? Et puis, quelle sera la bonne nouvelle de la semaine? On verra ça donc en fin de vidéo. On commence tout de suite donc avec ces déclarations. Eh oui, de la Cour des comptes dans son rapport annuel, le 13 février 2025. Comme vous le savez, ça fait déjà très longtemps que tous les ans, la Cour des comptes justement alerte en disant les comptes ne sont pas fiables, etc. Mais là, les termes sont encore une fois nouvellement très lourds, très forts. Voilà. La dépense publique de la France est en roue libre. Le déficit public français est devenu hors de contrôle, menaçant l'équilibre économique du pays. Alors évidemment, j'ai envie de dire pour vous toutes et tous qui nous regardez chaque semaine, ce n'est pas trop tôt parce que ça fait des mois, voire des années qu'on lance l'alerte ici même. Encore une fois, on ne voulait pas nous croire, on disait non mais arrêtez d'annoncer des mauvaises nouvelles. Non, on aimerait annoncer des bonnes nouvelles, mais nous sommes là pour dire la vérité. La vérité, elle est là. La Cour des comptes n'a plus le choix, elle doit aujourd'hui le dire. Elle va annoncer bientôt également des mesures sur la retraite. Quel est l'état exact du déficit des retraites, là aussi, assez dramatique. Mais bon, néanmoins, le plus important, c'est sur les déficits globaux. On verra ça tout à l'heure dans le détail. Et d'autres déclarations, donc, comme je l'évoquais tout à l'heure, le président Macron, alors là, franchement, dans le Financial Times, en plus, donc un journal britannique, comme vous le savez, les règles de la zone euro, donc pas que de la France, hein, de la zone euro, vous voyez, donc là, il met en cause également la zone euro, donc qui limite le déficit public d'un pays à 3% du PIB, sont caduques. Alors voilà, tiens, on découvre effectivement l'eau chaude pour une Europe qui doit accélérer et si elle veut éviter la sortie d'autoroute. Franchement, soyons sérieux, ça fait longtemps que la zone euro n'est plus du tout sur l'autoroute, elle est sur une route de campagne. Et quand on voit la faiblesse de la croissance qu'on a dans la zone euro, et en particulier en France avec le dérapage des comptes publics, ce que j'écris là à l'évidence, un président ne devrait pas dire ça. Ce n'est pas sérieux et surtout ça met en cause la crédibilité de la France et même de l'ensemble de la zone euro. Alors pour tout vous dire, pourquoi M. Macron dit ça? Parce que, en fait, nous les Français, malheureusement, enfin du moins les dirigeants français, n'ont jamais été capables de respecter cette règle depuis la création de la zone euro. En fait, à quelques exceptions près, regardez bien, je vous ai fait un petit graphique qui montre le nombre d'années au cours desquelles les pays de la zone euro, justement, n'ont pas respecté le critère de 3% du déficit public par rapport au PIB. Ça veut dire qu'ils ont un déficit public supérieur ou égal à 3% du PIB. Regardez bien. La France, numéro 1, on est content, on aime bien être numéro 1, mais bon, on a quand même 20 ans. Sur 26 ans de zone euro, eh bien la France n'a pas respecté le critère de déficit public pendant 20 ans.
c'est une catastrophe, évidemment. Alors, le numéro 2, c'est la Grèce. Je rappelle que la Grèce est entrée dans la zone euro en 2001, donc sur moins longue période, mais tout de même 17 ans. Le Portugal, 17 ans. L'Espagne, l'Italie. Bon, voilà, encore une fois, alors si ce ne sont pas des bonnes performances, mais encore même, tout de même, la France est loin devant tout le monde. Puis certains pays, quand même, regardez, moi, j'estime que sous les 10 ans, c'est-à-dire si on a respecté la règle donc pendant plus de 10 ans, ça va globalement, et même là, il n'y a que 9 ans où l'Allemagne ne l'a pas respecté, Chypre, Malte, etc. Vous voyez, donc globalement, ça montre bien. Alors bon, sur la fin, comme vous le savez, la Croatie vient d'entrer dans la zone euro, donc c'est pourquoi on ne regarde qu'à partir du moment où le pays entre dans la zone euro. Je vous ai fait un petit slide ensuite pour vous montrer le détail. Donc là, de 99 à 2024. Donc on regarde le verre à moitié plein maintenant. Combien de fois la France a respecté le critère de 3% déficit public par rapport au PIB sur 26 ans donc de zone euro, de 99 à 2024, donc 26 ans complètes, eh bien, 26 années complètes, 6 ans seulement. Portugal, 9 ans, Espagne, 10 ans, Italie, 12 ans, Allemagne, 17 ans. Quand même, l'Allemagne a resté pendant 17 ans sur 26, c'est pas mal. Luxembourg, 25 ans, il y a juste une petite année où elle n'a pas respecté ce critère. Donc vous voyez que c'est possible. Si on prend la Grèce, donc pendant 24 ans de participation à la zone euro, elle a respecté quand même 7 ans, plus que la France, finalement, encore une fois. Et ensuite, on a tous les pays avec, je vous ai mis les dates de leur entrée, effectivement, dans la zone euro. Et donc, vous voyez, par exemple, la Lituanie, voilà, 9 années sur 10. Voilà, ils ont respecté. Encore une fois, quand on est dans une zone, il faut respecter les règles, sinon on n'est pas dans cette zone, tout simplement. Mais c'est encore pire que cela, parce que si on regarde sur plus longue échéance, vous voyez, depuis 50 ans, depuis 1974, c'est-à-dire la date du dernier excédent public français, depuis 1974, comme vous le savez, que des déficits publics, ça évidemment, ce n'est pas sérieux, ce n'est pas ce que dit la théorie keynésienne de relance. La théorie keynésienne de relance, elle dit que quand ça va mal, effectivement, on fait un déficit, mais quand ça va bien, on doit avoir un équilibre, voire un excédent public. Vous comprenez? Nous, depuis 50 ans, on ne sait pas faire, ça on le sait, mais regardez bien, même donc depuis 1985, donc en 40 ans, la France n'a réussi à réduire son déficit public sous les 3% qu'à 13 reprises. En 40 ans. Vous vous rendez compte, vous voyez, là c'est la barre rouge, donc à 3%, on est quasiment toujours en deçà. Ce n'est pas sérieux. Alors si on regarde dans l'autre critère, le critère de dette publique, alors c'est encore pire, j'ai envie de dire, parce que de 99 à 2024, vous savez qu'on a un critère, normalement c'était 60% de dette publique par rapport au PIB. Eh bien la France n'a respecté qu'à 2 reprises en 2000 et 2000. Et encore derrière, c'était pile 59,7 et 59,3. Oui, c'était pas formidable. Donc depuis, vous voyez, on est toujours au-dessus de ce critère. Donc voilà, il faut être honnête, la France n'est pas sérieuse. Ce ne sont pas les Français, évidemment, ce sont les dirigeants français qui ont généré cette catastrophe. Et comme vous le savez, aujourd'hui, en termes de pourcentage du PIB, donc de dette publique, la France étant troisième position de l'ensemble de l'Union européenne, on est à 114%, 136% pour l'Italie, 156% pour la Grèce. Donc on voit que si on regarde l'ensemble des pays de, donc là, cette fois-ci l'Union européenne, il y a quand même 15 pays qui ont une dette publique inférieure à 60%. Comme quoi, quand on veut, on peut. Vous voyez, 4% donc qu'on ajoute à inférieur à 80%, vous voyez, 5 pays inférieurs à 100%, et supérieurs à 100%, seulement 5 pays, dont 3 supérieurs à 110%, la France, encore une fois, l'Italie et la Grèce. Ce n'est pas sérieux. Mais alors, regardez bien, je vous fais un petit graphique incroyable, malgré que je sois loin, mais je pense à vous, encore une fois, l'augmentation du ratio dette publique par rapport au PIB, donc de 99 à 2024. Et là, encore une fois, malheureusement, la France est numéro 1. Regardez bien, la France, c'est le pays où le ratio dette publique par rapport au PIB dans la zone euro a le plus augmenté. 55 points de PIB. Oui, c'est pas sérieux. Ce n'est absolument pas sérieux. C'est même extrêmement dangereux. Après, on a numéro 2, donc l'Espagne a beaucoup augmenté, la Grèce, évidemment, Slovénie, Portugal. Voilà. Donc il y a des pays qui ont réduit. Malte, Pays-Bas, Belgique, vous voyez l'Allemagne, on a une petite augmentation de 4 points. Donc encore une fois, c'est possible. Donc le fait qu'aujourd'hui le président français dise ben oui, on ne respecte pas, donc ça ne sert à rien de le respecter, c'est un peu facile, parce qu'il y a des pays justement qui ont respecté ces critères. Alors justement, une question qui m'est souvent posée. Pourquoi ces critères? Pourquoi on a fixé 3% et pourquoi pas 4, pourquoi pas 2, pourquoi pas 1? En fait, pour être honnête,
un bon déficit, c'est zéro. Et oui, on ne doit pas avoir de déficit public, ça c'est un cas particulier. Donc je rappelle la théorie justement keynésienne de relance, c'est que quand effectivement il y a une récession, alors là oui, on doit faire même des déficits publics, c'est important pour relancer la machine. Mais lorsqu'il y a de la croissance, eh bien on doit éviter d'avoir ces déficits, on doit même avoir des excédents publics. Je me souviens en 98-2000, donc justement on avait une croissance forte. À l'époque j'étais l'un des rares à dire qu'on allait d'ailleurs avoir une croissance forte, mais que j'étais très optimiste à l'époque. Et malheureusement, ça a commencé à casser mon optimisme. Le gouvernement donc, de l'époque, de Jospin notamment, aidé également par DSK, parce qu'on me dit souvent oui, DSK aurait pu sauver la France. Non, pas du tout, n'oublions pas ce qu'il a fait. C'est lui le père des 35 heures, c'est Martine Aubry qui l'a mis en place, mais c'est lui qui a théorisé. Et surtout, quand ils avaient le pouvoir, M. Jospin et sa bande, eh bien, on avait une croissance forte grâce à la révolution Internet, grâce à la faiblesse des prix du pétrole. On aurait pu réduire le déficit, mais non. C'était à l'époque la période de cagnotte. On dit, non, comme il y a de la cagnotte, on va encore augmenter la dépense publique. Et ça, c'est évidemment un drame. Donc, quoi qu'il arrive, même quand il y a de la croissance, nous sommes toujours en déficit. C'est culturel, ça qui est extrêmement dangereux. Mais un bon déficit, encore une fois, ça doit être un excédent. Vous voyez, quand ça va bien, on n'a pas besoin de faire des déficits publics. Ce n'est pas sérieux. Et donc, le problème, c'est que pourquoi on a fixé cette barre des 3%? En fait, il n'y a pas de règle. Encore une fois, ça dépend de la conjoncture. Mais simplement parce qu'à l'époque, c'était le niveau dans les années 90, quand on a commencé à négocier le traité de Maastricht, on s'est dit, tiens, c'est le niveau en 80-90, le niveau 3%, après qu'on a dans les principaux pays de la potentielle zone euro, donc notamment la France. 60% c'est également le niveau qu'on avait, on dit voilà, on va mettre 3%, 60%, allez, ça devrait aller, mais sinon il n'y a aucune règle économique, il n'y a aucun sous-bassement économique à ces règles. Donc le fait de dire, oui, on s'en fiche, on va même aller au-delà, ben non, c'est pas sérieux parce que là, ça casse notre crédibilité. Alors bien sûr, vous allez me dire, oui, mais il y a un pays qui ne déroge pas du tout, enfin ne respecte pas du tout cette règle, ce sont les États-Unis. Ben oui, déjà, ils ne sont pas dans la zone euro, comme vous le savez. Et c'est vrai que si on regarde depuis 2009, regardez bien le déficit public. En moyenne aux États-Unis, c'est 7,4% du PIB. C'est pourquoi aussi M. Macron dit, bah oui, on n'a qu'à faire comme les Américains. Oui, mais nous ne sommes pas les États-Unis. C'est ça la grande difficulté. C'est qu'aux États-Unis, alors c'est vrai qu'on a une dette publique 123% du PIB, dette totale 400% du PIB, on a un déficit de la balance courante. Donc ça pourrait être une catastrophe pour l'oncle Sam. Pourquoi ça résiste? Ben justement, c'est pareil. D'ailleurs, pourquoi on avait créé la zone euro? Pour concurrencer le dollar. Mais tant que les Américains ont le dollar et le rôle donc, de référence du dollar sur le système monétaire international, finalement, c'est nous qui finançons leur dette publique. C'est ça le drame. Donc c'est la force des Américains, c'est le poids du dollar. Le dollar, c'est toujours 62 à 65% des réserves de change, donc contre 20% pour l'euro. Vous voyez l'échec de la création de la zone euro. Quand on a créé l'euro, c'était justement pour concurrencer le dollar. Et on n'a pas du tout réussi parce que nous ne sommes pas crédibles. Alors si évidemment on casse les règles, ça sera encore pire. Et parallèlement, 50% des transactions dans le monde sont en dollars, alors que le commerce américain, ce n'est que 11% du commerce mondial. Ce qui veut dire que les 2/3 du commerce en dollars ne sont pas américains. Voilà pourquoi les Américains peuvent se permettre d'avoir ce déficit. Alors évidemment, le jour où il y aura un remplaçant du dollar, les Américains vont s'effondrer. Et c'est d'ailleurs ce pourquoi Trump aujourd'hui commence à vouloir mettre des droits de douane à tous ceux qui ne respecteraient pas cette règle, entre guillemets, d'avoir du dollar dans leur réserve de change et de faire des transactions en dollars. C'est ça, en fait, Trump a très bien compris ce danger pour les États-Unis, et donc il veut retarder l'échéance. Je pense que ça arrivera inévitablement, peut-être dans une quinzaine d'années. Le concurrent, ça pourrait être le yuan, sauf que les Chinois aujourd'hui ne sont pas prêts, ils ont une croissance qui est très fragile, parce que pour concurrencer le dollar, il faudra une devise forte. Et si le yuan est trop fort, évidemment, ça va casser la croissance chinoise, donc ils ne pourront pas le faire. Donc voilà pourquoi les Américains profitent de cela pour le moment. Et nous, évidemment, la zone euro, ce n'est pas notre cas. Nous n'avons pas une monnaie qui est demandée pour elle-même. Nous n'avons pas une monnaie de transaction internationale. Donc, même quand on vend nos Airbus, on les vend en dollars, il faut le savoir. Donc, ce qui veut dire que là aussi, malheureusement, l'euro ne peut pas nous protéger. Ce qui veut dire que si, en plus, on n'a pas cette règle, la crédibilité de la zone euro va tout simplement encore plus s'effondrer, sachant que si on regarde le match de la croissance, je l'ai souvent montré entre les États-Unis et la zone euro, c'est vrai que là-bas il y a de la dette, il y a du déficit, mais au moins il y a de la croissance. Vous voyez, depuis les années 95, quasiment 110% d'augmentation du PIB aux États-Unis hors inflation. Chez nous c'est 55%, un peu moins même pour la zone euro, donc du simple au double pour faire simple. Donc on se rend bien compte que, voilà, nous on fait de la dette, mais ça ne génère pas de la croissance, parce que la dette aux États-Unis est énormément justement investie, c'est-à-dire elle est focalisée sur l'investissement, sur l'innovation, sur ce qui crée justement de la croissance et donc fait baisser le chômage, ce qui malheureusement n'est pas le cas dans la zone euro et en particulier en France. Donc ce qui veut dire que si on joue à ce jeu-là de supprimer cette règle, ça va évidemment casser encore une fois la crédibilité de la France qui est déjà très très faible, donc ça n'améliorera pas la situation. Alors en fait le drame il est où ?
il est levé dans le fait que la France ne veut pas baisser sa dépense publique. J'en parle régulièrement, donc je ne vais pas en reparler. Voilà, nous sommes numéro 1 du monde, comme vous le savez, en termes de dépenses publiques par rapport au PIB. Donc là, c'est les chiffres de 2023 qui sont encore harmonisés. Donc on avait à l'époque 58% du PIB, maintenant on est autour des 57%. Comme vous le savez, oui, numéro 1, effectivement, donc, de l'Europe. J'ai même mis la Suisse ici, vous voyez, qui est à 34%. Mais sinon, donc, il y a tous les pays de l'Union européenne, de la zone euro, effectivement, qui sont bien en deçà de nous. Pour être très honnête, j'ai envie de dire, si on est sous les 50%, ça passe. Mais si on est à 57 ou 58, ce n'est pas évidemment crédible, ce n'est pas sérieux. On parlait des Américains tout à l'heure, c'est 37% du PIB de dépenses publiques, y compris les dépenses donc, fédérales et des États locaux, bien entendu. Donc, ce qui veut dire qu'on se rend bien compte qu'on est en train de déraper. D'ailleurs, eux, aux États-Unis, ils ont créé le fameux Dodge pour réduire encore leurs dépenses publiques. Donc, j'ai envie de dire, ils n'en ont presque pas besoin. Par contre, nous, on en aurait besoin, et malheureusement, on ne le fait pas, on ne veut pas le faire. Alors, je vous ai remis un graphique que j'ai présenté donc, la semaine dernière. C'est un tableau en fait, parce qu'il y avait une petite erreur sur. Alors, je l'ai mise, j'ai mentionné l'erreur dans le commentaire donc, de la vidéo, voilà, où on voit le détail des dépenses publiques françaises. Donc, vous avez d'abord, voilà, prestations sociales, 33% du total, transferts sociaux en nature, donc par exemple les médicaments, 11% du total. Donc, la somme des deux, ça fait. Donc prestations et transferts sociaux, 44,3%. Après, on a donc les dépenses de fonctionnement, 32,3%, vous voyez. Donc ça ne s'additionne pas avec ça et ça. Ça, c'est la somme des deux premières lignes. Voilà, pour bien comprendre qu'à la fin, il y a bien 100%. Dépenses de fonctionnement, 32%. Investissement, vous voyez que donc on est très très loin là aussi de ce qui se passe outre-Atlantique, où on mise énormément sur les dépenses d'investissement et de moins en moins sur les dépenses de fonctionnement, alors que nous, les dépenses de fonctionnement, vous voyez, si on regarde poste par poste, c'est le deuxième poste après les prestations sociales. Voilà le drame, et regardez, ça a augmenté donc les dépenses de fonctionnement de 20,6%, donc depuis 2021, alors que les prestations sociales ont augmenté de 6,8%. Si on prend l'ensemble du social, ça a augmenté de 10,1%, 20,6% pour les dépenses de fonctionnement, plus du double que les dépenses sociales. Vous voyez bien que là, on aurait pu faire quelque chose. Ça montre bien l'état de dérapage. Il n'y a aucun contrôle. Et même, on continue d'augmenter, justement, sans regarder l'efficacité de ces dépenses. C'est ça qui est très dangereux. Alors, si on regarde maintenant par fonction, là aussi, vous avez été très nombreux à me demander la dépense publique française par fonction. Alors, voici le détail. Donc, vous avez protection sociale au sens large. Donc là, ce n'est pas dépenses de fonctionnement, c'est le total, par fonction, encore une fois. Donc, 40,9% protection sociale, dont vieillesse, c'est-à-dire la retraite, 22,9%. Vous voyez, c'est pas la moitié. Certains me disent, oui, c'est la moitié des dépenses publiques, c'est les retraites. Non, il faut être sérieux. Mais bon, néanmoins, c'est beaucoup. Mais, encore une fois, la retraite, on a cotisé. Donc, c'est un petit peu logique que nous touchons la retraite, parce qu'on a cotisé. C'est comme une assurance. Par contre, c'est vrai que le problème, c'est qu'on a un déficit public des retraites des fonctionnaires d'au moins 30 milliards d'euros par an. Est-ce que la Cour des comptes va l'avouer? Donc, mercredi, elle va lancer son rapport. On verra bien, elle va peut-être essayer de masquer encore la réalité, mais on se rend bien compte que c'est ça le gros problème. Le régime des retraites donc du privé est en léger excédent, voire à l'équilibre, voire parfois dans quelques années en léger déficit. Par contre, nous, on a plus entre 30 et 50 milliards de déficit des retraites des fonctionnaires, de la fonction publique, va-t-on dire. Là, évidemment, c'est particulièrement dangereux. Ensuite, on a les affaires économiques, 10,9%, dont 2%, c'est le transport, évidemment, vous comprenez, SNCF, etc. Bon, très bien. Services généraux, 10,9%. Services généraux, donc 10,9% des dépenses, ce sont uniquement des services généraux. C'est quand même, évidemment, beaucoup. Enseignement, 8,9%. Défense, 3,2%. Voilà. Sécurité publique, 3%. Vous voyez, il y a peut-être une réallocation à faire ici ou là. Loisirs, culture, recule 2,6. Donc logement 2,2, et que le logement n'est pas mis en avant malheureusement. Et protection de l'environnement 1,8%. Donc voilà l'état de la dépense publique française. On se rend bien compte que malheureusement, s'il y avait une croissance forte et un chômage faible et une baisse des inégalités, on pourrait dire au diable l'avarice, et puis une baisse de l'insécurité, on pourrait dire là aussi c'est pas grave, mais ce n'est pas le cas. Donc ça veut bien dire que cette dépense publique ne rend pas service aux Français. C'est ça le vrai enjeu. Les services publics se délitent malgré l'augmentation de la dépense publique. Donc il faut complètement repenser tout ça. Et donc justement, échéance, les agences de notation vont sortir la note de la France. Alors très rapidement, le 28 février, donc vous voyez, c'est dans 10 jours, Standard & Poor's, double A-, perspective stable, est-ce qu'ils vont passer en perspective négative, voire simple A, on verra bien. 14 mars,
Fitch, là on est déjà en perspective négative avec double A-. On pourrait passer évidemment à simple A. Ensuite le 11 avril 2025, Moody's qui est toujours très sympa avec la France, donc bon, on ne sait pas pourquoi, on imagine, mais bon, donc on n'attend pas grand-chose, mais toujours est-il que si Moody's arrive à dégrader l'Inde de la France au mois d'avril, ce sera évidemment particulièrement catastrophique, mais avant cela, 28 février, 14 mars, donc des dates à surveiller de près. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'il va se passer ? Avant même donc le FMI, parce que si le FMI arrive, évidemment, là, ils vont prendre le contrôle. Regardez ce qui s'est passé en Argentine, en Grèce. Alors évidemment, le PIB s'est effondré de plus de 30%. Donc on n'en est pas encore là, hein, mais ça serait particulièrement dangereux. Mais avant d'en arriver là, il y aura bien sûr la dégradation de la note de la France, avec inévitablement une augmentation des taux d'intérêt. Pour l'instant, on se maintient à 3,2% sur le taux 10 ans. Là, on peut monter très vite à 5%. Et si on monte à 5%, ça va évidemment se répercuter sur tous les taux d'intérêt de tous les crédits, l'investissement, la consommation, et donc dans le logement également. Donc tout va s'effondrer, et donc la récession qui est déjà là va s'aggraver. Donc à partir de là, on a un cercle pernicieux qui va s'engager. Donc aggravation de la récession, hausse du chômage, et bien sûr, nouvelle phase d'augmentation des déficits publics et de la dette publique. Donc nouvelle phase également d'augmentation des taux d'intérêt, et pourquoi pas ensuite, comme on vient de le voir, implosion ou explosion de la zone euro, puisque si la France nous dit on n'est plus prêt à respecter les règles, les pays qui veulent encore respecter les règles nous diront vous n'avez plus rien à faire dans la zone euro. Donc c'est un grand enjeu. C'est vrai que certains parlent du Frexit, ça sera compliqué évidemment, mais plus on joue avec le feu, plus on va finir par se brûler inévitablement. D'ailleurs, d'ores et déjà, il faut savoir que seuls 9 pays respectent les critères de la zone euro. Alors d'abord, le déficit dette publique par rapport donc au PIB. Alors j'ai augmenté un petit peu la règle, j'ai fait un petit peu comme Macron, une macronade, on va dire. Voilà, je n'ai pas dit 60%, je dis 80%, parce que c'est vrai qu'on sort d'une double crise, corona, inflation, etc. Mais bon, même si on prend 80%, vous voyez qu'il n'y a que 13 pays qui respectent le critère. Et si on regarde le déficit public, il n'y a que 11 pays. Évidemment, il n'y a pas la France, comme vous le savez. Donc si on fait... On juxtapose évidemment les deux règles, et bien voilà, la véritable zone euro, il n'y a que 9 pays qui respectent les deux règles, encore une fois avec une vision très accommodante pour la dette publique: Allemagne, Autriche, Pays-Bas, Irlande, Luxembourg, Estonie, Lituanie, Slovénie, Chypre. Donc vous avez compris, la France n'est pas là. Et comme le président français dit que finalement c'est pas grave, alors voilà, il faut évidemment imaginer la suite et c'est ce qui peut se produire dans les prochains mois. Donc soyez extrêmement prudents. Encore une fois, certains me disent alors et le pire c'est pour quand? Nous y sommes déjà, mais nous gagnons du temps en permanence. Du moins les dirigeants, voilà, là on fait passer le budget avec 49.3, etc. Mais on se rend bien compte que ce n'est pas crédible. Donc soyons prudents. Le FMI peut effectivement arriver en France, on ne le souhaite pas bien sûr parce que ce sera une catastrophe. Il y aura notamment là aussi un gel des dépenses publiques, un gel effectivement des retraites, peut-être même une baisse de certaines dépenses, peut-être même une ponction sur l'épargne supplémentaire. Vous voyez, scénario catastrophe, donc espérons qu'on va éviter d'en arriver là, mais pour l'instant les dirigeants français malheureusement ne font rien pour éviter ce scénario catastrophe malheureusement. Alors, le temps passe, on va maintenant passer à la question de la semaine, donc sur l'inflation américaine. C'est vrai qu'elle est sortie la semaine dernière. Et mauvaise surprise, ça continue d'augmenter. Vous voyez, le glissement annuel est remonté à 3% sur l'inflation. Au total, donc depuis 2021, il y a eu 21,4% d'augmentation des prix aux États-Unis. Avec donc, on voit ici les chiffres donc, de l'inflation, c'est la courbe bleue, 3%, et les prix à la production, ça veut dire indicateur avancé de l'inflation, on est à quasiment 4% d'inflation, ce qui veut dire que là aussi, ça va continuer d'augmenter. L'inflation américaine va rester au-dessus des 3%. Je vous rappelle que l'objectif de la Réserve fédérale, c'est 2% d'inflation, donc là on est au-dessus des 3%, et donc derrière, la Fed qui a baissé les taux d'intérêt ne pourra plus continuer de baisser les taux d'intérêt, donc ce qui va aussi faire renforcer le dollar pour les prochains mois, d'autant qu'aux États-Unis, comme vous le savez, il y a le plein emploi, 4% de taux de chômage, c'est même baissé en janvier, plus de 4% d'augmentation annuelle des salaires aux États-Unis, donc là aussi la Fed ne pourra pas baisser les taux d'intérêt, donc prudence, parce que si effectivement l'inflation reste élevée, ça va également arriver dans la zone euro et en France, les taux d'intérêt des obligations d'État vont rester là aussi élevés, avec en France la prime de risque supplémentaire sur le dérapage des comptes publics. Alors dans ce contexte, quelle est la bonne nouvelle? C'est un peu comme la semaine dernière, la bonne nouvelle c'est les marchés boursiers qui continuent de flamber, voilà, ils se fichent complètement de tout ça, ils disent tout va bien dans le meilleur des mondes. Vous voyez, le CAC 40 est monté donc à 8189 points, avec plus qu'à 50 points de son record historique donc d'il y a quelques mois, donc on se rend bien compte que là, évidemment pour l'instant, c'est vrai que 80% des profits d'entreprises du CAC 40 sont faits à l'étranger, donc on ne regarde pas trop ce qui se passe en France, mais
mais tout de même on se rend bien compte que là une nouvelle bulle est en train de se former, donc qui dit bulle dit dégonflement de bulle. Et d'ailleurs, si on regarde le CAC 40 avec dividendes réinvestis, ce qu'on appelle le CAC 40 GR, eh bien là, ça y est, on a dépassé des nouveaux sommets historiques. Et regardez bien, c'est intéressant de voir que même si vous achetez au sommet de la bulle, par exemple ici en 2007-2008, vous avez gagné 144%. Vous voyez, donc avant le dégonflement de 2008, donc en 2007, 144% de hausse. Donc, c'est-à-dire que même quand on achète en haut des bulles, ça va se dégonfler, mais après, ça pourra repartir à la hausse. Voilà la seule bonne nouvelle qu'on peut avoir dans cette configuration un petit peu compliquée malheureusement. Donc gardons effectivement l'espoir, mais c'est vrai que c'est de plus en plus compliqué. Disons-le, nous sommes extrêmement déçus, extrêmement peinés par l'évolution de nos dirigeants qui ne veulent plus respecter les règles. Et ça, c'est particulièrement dangereux. Donc merci encore pour votre fidélité, portez-vous bien et à très très bientôt. Merci encore. Et bien sûr, n'oubliez pas vos likes, vos pouces vers le haut, vos abonnements, faites abonner, abonnez-vous également Premium. Oui, j'oubliais, il y a donc un nouveau site, marctoiti.com, donc ce n'est plus acdefi.com parce que le site a été attaqué. Alors je n'ai pas de preuve de qui l'a fait, mais bon, c'était trop compliqué, j'aurais pu le reprendre, mais bon, j'ai préféré qu'il y ait un nouveau site, donc marctoiti.com, il est pour l'instant en phase bêta, on va dire, c'est pas encore le site définitif, donc on peut quand même s'inscrire, on va faire notamment une newsletter, etc. Vous pouvez m'envoyer également vos messages pour les abonnements Premium, pour recevoir également donc mes slides chaque semaine. Merci encore, portez-vous bien et à très bientôt.